Je m'appelle Yves Kapler, c'est moi qui animerai cette table ronde dont le titre c'est l'urgence d'une finance éthique. Rien de moins, j'allais dire. D'une part l'urgence, d'autre part l'éthique, c'est un mot assez général, de même que finance, c'est assez général. Donc on va peut-être demander à nos intervenants de préciser un peu ce qu'ils entendent par finance. Intervenants au nombre de 4 ce matin. Tout d'abord, Hélène Ray, qui travaille à la London Business School. Est-ce que ça a été corrigé? Voilà, Business School, ça a été corrigé. Gérard Ramex, président de l'AMF. Tout le monde connaît l'AMF, j'imagine, l'autorité des marchés financiers. Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, et Gonzague de Blinière, qui est le cofondateur de Raise. Je leur demanderai à chacun de présenter très rapidement, au fur et à mesure de leurs interventions, l'objet de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle ils opèrent, et ensuite de nous donner leur vision, leur avis sur le sujet qui nous intéresse, l'urgence d'une finance éthique, et ce qu'ils entendent et ce qu'ils mettent derrière cette injonction, j'allais dire. Information pratico-pratique, pardon. C'est une session donc table ronde. Il n'y a pas de questions-réponses dans la salle. Il y en aura après. Il y a ce qu'on appelle la meet the speaker qui se déroule un petit peu après, juste après cette table ronde. Et vous pourrez poser les nombreuses questions que ce sujet soulève à vos intervenants de la table ronde. Voilà. On n'a pas d'English speaker aujourd'hui, donc le petit stéthoscope, je pense qu'il ne va pas vous servir, sauf pour nos amis anglophones qui auraient besoin de traduction en français. Voilà. Honneur aux dames. Hélène Ray, donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez derrière l'urgence, d'une part, et la finance éthique? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais parler avec ma casquette de professeur d'économie aujourd'hui. Et donc, en particulier, je ne sais pas si étymologiquement, vous savez ce que économie veut dire, mais économie, c'est la gestion de la maison. Donc, en économie, on essaie de gérer notre maison le mieux possible. Et la finance, c'est une des aides avec laquelle on peut gérer notre maison, au moins en principe. Et je reviendrai sur cette qualification, au moins en principe. Donc, qu'est-ce que c'est la finance? C'est la première question que vous avez posée. Voilà, alors, la finance, ça sert à améliorer l'allocation des ressources dans l'économie. Donc, en particulier, ça sert, au moins en principe, à ce que des gens qui ont du capital, mais pas forcément d'idées, puissent prêter ce capital à des gens qui ont des idées, mais pas forcément des fonds. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le commerce intratemporel. Donc c'est manager les ressources pour qu'elles aillent à des investissements les plus productifs possibles. Ça, c'est important parce qu'évidemment, c'est derrière la croissance et c'est derrière la création d'emplois. Ça, c'est un des buts de la finance. Un autre but de la finance, qui est important, c'est la diversification des risques. Donc, la diversification des risques, là, on peut penser à l'assurance, par exemple. Quand on s'assure, c'est peut-être qu'on a besoin d'argent dans certains cas où on a un mauvais événement qui peut se survenir. On a besoin d'argent, on n'en a pas forcément. Qu'est-ce qu'on a? On a une assurance. Ça fait partie de la finance. Et ça peut nous aider. Ça nous permet de consommer plus maintenant et peut-être, en échange d'avoir cotisé à certains moments dans notre vie, d'accumuler, par exemple, de l'épargne ou d'avoir acheté une assurance. Donc tout ça, c'est de la finance. Donc dans la finance, le risque est toujours présent et il faut bien voir que le risque a un prix. Le risque a un prix, le temps a un prix. Le prix du temps, c'est justement, par exemple, de consommer plus maintenant et de consommer moins dans le futur ou inversement. Donc ces deux concepts sont très importants dans la finance. Et chacun doit prendre en compte dans toutes ses décisions en finance le prix du temps et le prix du risque. Donc la finance, par toutes ces facettes-là, et puis bien d'autres aussi, aide à la gestion de notre maison, en principe au moins, et elle devrait ouvrir des opportunités qui n'existaient pas pour chaque individu. Donc ça, c'est la théorie et ce à quoi la finance bien pensée, je pourrais dire la finance éthique, ce à quoi la finance éthique devrait aider. Après, il y a la pratique de la finance. Et c'est là, potentiellement, que nous allons avoir des discussions peut-être un peu plus mouvementées. Donc, si on regarde l'effet prégnant de la finance telle qu'elle a été pratiquée dans ces dernières décennies,
on peut dire qu'on peut être un petit peu effaré par rapport à ces principes que je viens d'énoncer. Donc je peux parler, par exemple, de 2 faits très importants, très prégnants, qui ont lieu dans les décennies précédentes. Un, la crise, ou même d'une époque très récente, la crise de 2007, et aussi... Les subprimes avec les subprimes, par exemple. Mais donc, il y a tout un tas d'événements. Ce n'est pas seulement les subprimes, mais ils sont au cœur de la crise de 2007. Et aussi les scandales de collision sur le marché du Libor, c'est des marchés de taux d'intérêt, et aussi sur le marché des changes, avec des grands intervenants dans ces 2 marchés qui, effectivement, s'entendaient sur les prix pour gagner plus d'argent. Il faut quand même voir que le marché des changes, c'est plus de 3 000 milliards qui s'échangent chaque jour. Donc, on parle de choses très importantes et à grande échelle. Donc ces 2 faits, et on pourrait en citer d'autres, sont quand même le résultat d'un système ou d'un écosystème qui paraît, au moins à première vue, assez dysfonctionnel. Les incitations des acteurs de la finance étaient et sont peut-être toujours assez perverties, avec des agences de notation qui voulaient gagner des parts de marché et qui vraiment ne comptabilisaient pas le risque comme ils auraient dû l'être comptabilisés, avec des régulateurs et des superviseurs qui étaient peut-être pas assez vigilants ou alors qui étaient des fois capturés par l'industrie, des managers et des employés de banque avec des rémunérations qui favorisaient la prise de risque et le court terme. Et ça, je pense que c'est très, très important, avec des problèmes énormes de ce qu'on appelle les problèmes d'aléa moral. L'aléa moral, c'est vraiment pile, je gagne, et face, c'est vous qui perdez. C'est les citoyens qui payent. Donc, on a vu beaucoup de ça dans les années qui sont passées. Donc, c'est un constat un petit peu désolant entre finance éthique et pour la finance et pour l'éthique de la finance. D'autre part, alors ça, je parlais de façon un peu anecdotique, mais il y a des travaux académiques très intéressants qui montrent des similarités très fortes entre la période de 1990 jusqu'à 2007 et la période des années 20, donc juste avant la crise de 29. En particulier pour ce qui est des compensations, des dérives des compensations dans le secteur financier, et des dérives, on pourrait parler de dérives de la dérégulation également. Donc, par exemple, il y a un survey très fascinant qui a été fait par des professeurs de Harvard, qui a regardé les étudiants qui sortaient de Harvard en 2006 et qui a comparé ce que gagnaient les étudiants qui allaient en finance et ce que les étudiants qui allaient dans d'autres secteurs de l'économie gagnaient, à compétences égales, c'est-à-dire avec le même genre de formation et le même genre de notes. Et ils ont trouvé que ceux qui partaient dans la finance en 2006 gagnaient 3 fois plus que les autres. Et ça, c'est ce genre de dérive, on l'avait vu aussi dans les années 20, comme des travaux historiques l'ont montré. Bon, on peut penser que ça a conduit à des allocations de talents qui n'étaient pas forcément optimales. Bon, donc il peut y avoir urgence quand on regarde ce genre de phénomène. Et je pense vraiment qu'il y a urgence pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons, vous me pardonnerez, mais j'habite Londres, ce sont des événements comme le Brexit. Donc, on ne m'enlèvera pas de l'idée que le Brexit peut être dû à... Le vote du Brexit peut être dû à beaucoup de facteurs, mais qu'un des facteurs, ce sont les retombées de la crise, cette fameuse crise de 2007-2009 et qui dure encore. Et en particulier le fait qu'au moins dans l'opinion publique a eu l'impression que les fautifs, la City en particulier, n'a pas été punie et que les gens normaux ont été punis. Donc à mon avis, c'est quand même un des facteurs derrière le Brexit, avec... Et que l'Europe était complice de ça, peut-être aussi ? Non, je ne pense pas que... Là, je mettrais ça plus sur donc la finance, la perception de la non-punition des gens responsables, et aussi, bien sûr, la récession économique et les politiques d'austérité fiscale qui s'en sont suivies, qui ont été soit forcées, soit qui ont été voulues, comme dans le cas de l'Angleterre, mais qui ont conduit à avoir peut-être un accroissement d'inégalités entre certaines populations. On a besoin aussi, donc, à mon avis, d'une finance éthique pour éviter le genre d'événements comme le Brexit, que j'appellerais du genre populisme. Et on peut penser à bien d'autres risques de ce genre-là qui pourraient se matérialiser dans les mois à venir ou les années à venir. Donc ça, c'est un des points pour lesquels, à mon avis, il y a urgence. Mais un autre point, pour être plus positif, pour lequel il y a urgence, c'est qu'on a besoin de croissance et que, finalement, ce que les travaux d'économie montrent aussi, c'est que, historiquement au moins, croissance et finance
sont positivement corrélées, et même on a des relations de causalité, c'est-à-dire qu'au moins jusqu'à un certain niveau, une meilleure finance, plus de finance, ça permet d'accroître les taux de croissance. Lorsque la finance devient toute puissante et trop importante dans le PIB, ces relations ne sont plus vraies, mais jusqu'à un certain point, elles sont tout à fait vraies et importantes. Donc, au point où on en est à l'heure qu'il est, on a vraiment besoin d'une bonne finance pour financer la croissance. Un autre point que je voudrais mentionner, pour lequel, à mon avis, la finance va aussi être un secteur clé et les innovations financières vont devoir être très importantes dans les années qui viennent, c'est simplement l'accroissement de la longévité et de l'espérance de vie dans toutes nos sociétés. Et cela a des conséquences très importantes sur les produits d'épargne que les gens voudront et devront avoir. Il va falloir de l'innovation financière avec des produits avec des bonnes caractéristiques, des bonnes maturités, etc. Il faut quand même savoir que si un bébé qui naît en 2007 en France va vivre jusqu'à 104 ans avec une probabilité de 50%. Donc ça change un petit peu les perspectives et ça change certainement la façon aussi dont on va devoir penser les marchés financiers à long terme. Dernier exemple pour lesquels, à mon avis, il est urgent de repenser la finance d'un point de vue plus éthique et de penser à tous les problèmes qui ont été soulevés par 2007, etc., c'est le fait que nous sommes dans une période qui a été qualifiée d'une période de stagnation séculaire, avec des taux d'intérêt réels bas. Donc, qu'est-ce que c'est que les taux d'intérêt réels bas? C'est simplement que les rendements sur les investissements tendent à être bas. Et ça, pourquoi? Ça peut s'expliquer par des facteurs macroéconomiques, en particulier par le fait que nous avons traversé une grande crise, encore une fois. Mais dans un environnement de taux d'intérêt réel bas, on a plusieurs problèmes. On a un problème potentiellement de stabilité financière, parce que les acteurs financiers ont moins de rendement aussi, donc ils ont moins de profitabilité. Ça peut être embêtant pour les modèles de business des banques, des assurances. On a des épargnants qui sont frustrés. Et alors là, avec l'accroissement de la longévité, on peut penser à des problèmes, des dynamiques sociales et politiques qui pourraient s'envenimer. Et on a aussi, on ne s'habitue pas, on ne s'est pas vraiment habitué tous à avoir des taux d'intérêt bas, des rendements bas. Donc du coup, on a des anticipations qui ne sont pas forcément raisonnables sur les rendements qu'on devrait avoir, sur les investissements. Et c'est vrai pour les gens, c'est vrai pour les analystes financiers. Et du coup, comme on voudrait encore avoir des rendements hauts, la seule façon d'avoir des rendements hauts, c'est de prendre trop de risques. Et donc, on a un danger assez clair de basculer vers une prise de risque trop grande qui aussi, souvent, est conjuguée avec des comportements qui ne sont pas forcément très éthiques. Donc ça, c'est un grand problème. Donc je conclurai en disant, mais alors, comment est-ce qu'on pourrait introduire plus d'éthique en finance? Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire un panorama complet, je vais juste lancer quelques idées, et je pense que d'ailleurs certaines des idées seront développées par les autres intervenants. D'abord, la supervision et la régulation sont très importantes, mais tout ça a ses limites. On ne peut pas vraiment être constamment derrière les gens. Donc je pense on arrivera uniquement à faire un changement significatif sur les comportements, uniquement à travers des changements de culture et des incitations, donc les compensations. Le système de compensation à l'intérieur des firmes financières est absolument clé. Il faut moins de compensation de court terme. Il faut prendre en compte les risques de long terme. Il ne faut plus avoir de comportement possible qui soit du genre « après moi le déluge ». Donc il faut dissuader ça, et on peut le faire en changeant les systèmes de compensation, ou au moins essayer de le faire. Le changement doit commencer par le top management, donc par les gens au sommet. Il faut restaurer la confiance, et il n'y a pas beaucoup de crédibilité à des gens qui ont été pendant la crise à la tête d'institutions qui ont eu des comportements totalement déraisonnés. Donc ça, c'est un autre point. Il faut réfléchir au problème des lanceurs d'alerte et leur protection juridique ainsi que leurs incitations. Il faut également peut-être donner plus d'informations sur l'investissement responsable. Donc j'ai des collègues à London Business School qui, donnés à l'appui, montrent que les compagnies qui ont des investissements responsables, qui prennent en compte des critères de soutenabilité, des critères sociaux, etc., ont aussi dans le long terme des rendements plus élevés. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément connues, que les analystes ne connaissent pas forcément. Ce sont des choses où il faut diffuser l'information pour les investisseurs institutionnels et aussi pour les investisseurs, pour nous, pour les ménages. Et enfin, je finirai avec ça, il faut couper les liens avec le système politique, entre le système politique et le système financier. C'est parfaitement clair dans le cas
par exemple de l'Espagne, ou dans le système des CARAS, des caisses d'épargne, où les politiciens locaux avaient leurs projets immobiliers financés par les CARAS. Ça a conduit à un désastre. Et on pourrait dire la même chose pour les Landesbanken en Allemagne en particulier. Donc voilà, ce sont juste quelques pistes. Merci beaucoup. Effectivement, ça soulève beaucoup de questions, notamment celle de la régulation. Et ça sera la transition pour notre second intervenant. Est-ce que la finance est un marché qu'on peut réguler comme les autres, j'allais dire? Normalement, c'est mon métier. Donc moi, je suis président de l'autorité des marchés financiers. Donc c'est une maison qui a un peu moins de 500 personnes, presque uniquement des cadres, et dont le métier, c'est justement de protéger l'épargnant et de vérifier que le système financier dans sa composante marché, c'est-à-dire plutôt bourse ou plutôt gestion d'actifs et un peu moins banque et assurance, fonctionne correctement. Donc c'est un vaste programme. Alors moi j'ai le même point de départ qu'Hélène Rey, donc je ne vais pas le développer trop. C'est sûr qu'avant tout, la finance, c'est une fonction économique. Donc en elle-même, elle n'est pas éthique ou non éthique, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire que l'économie de marché s'est construite quand on a fait des inventions, au moment de la révolution industrielle, quand on a inventé la personne morale et on a dissocié donc la responsabilité pour un projet industriel et les finances des personnes qui étaient derrière, et troisièmement, quand on a inventé le crédit. Si vous n'avez plus de crédit dans l'économie, vous l'arrêtez complètement. Et d'ailleurs, on entend tout le temps les gens se plaindre dans le monde des entreprises qu'ils ne trouvent pas finalement assez de fonds, etc. Donc la finance, elle est absolument nécessaire, c'est une fonction. Donc le problème, c'est qu'elle soit bien accomplie. Elle doit effectivement allouer les capitaux, allouer les fonds. Alors les capitaux, ça peut être des prêts, ça peut être des actions, ça peut être ce qu'on veut. Ils doivent être alloués, c'est-à-dire répartis, et partir de l'investisseur vers celui qu'on appelle dans le jargon, nous, les émetteurs, c'est-à-dire les entreprises. Je pense que Gonzague en parlera d'une autre façon. Donc pour moi, le problème, c'est pas que la finance soit éthique, c'est que les financiers le soient. Donc ça, il est absolument certain, et Hélène, vous l'avez dit très bien, que si les financiers ne sont pas suffisamment moraux ou éthiques, ou s'ils ne sont pas suffisamment surveillés, ou si les règles ne sont pas adaptées, il peut y avoir des gros dégâts. Donc moi, je ne nie pas, et même j'affirme, que la finance, elle est à la fois nécessaire, mais si elle dérape, elle peut créer des dommages collatéraux, des dommages indirects au reste de l'économie. C'est-à-dire non pas seulement à l'épargnant, par exemple, que je suis chargé de protéger, mais aussi à l'ensemble de l'économie. On voit très bien que quand il y a eu un emballement boursier excessif à la fin des années 90, au début des années 2000, et qu'ensuite les valeurs Internet se sont écroulées, ça a eu un effet récessif, donc de ralentissement de l'économie, qui a entraîné d'ailleurs une politique des banques centrales très dynamique, qui est sans doute une des causes lointaines de la crise suivante. On voit bien que quand on a mal surveillé les fameux crédits subprime, eh bien, lorsqu'il y a eu une perte de confiance totale dans ces instruments financiers, ça a déclenché non seulement une crise sur ces marchés-là, mais surtout une crise économique dont on n'est pas encore complètement sorti. Donc oui, la finance est nécessaire, oui, elle doit être surveillée à la fois sur un plan technique et sur un plan moral. Troisièmement, avant de creuser un petit peu ces points, il est certain que quand on dit posons les bases d'une finance engagée pour le bien commun, la notion de bien commun, pour partie, elle sort de la sphère financière. Alors ça, c'est peut-être un peu plus abstrait. Ce que je veux dire par là, c'est que la finance, elle apporte les capitaux et elle exige un rendement, et ce rendement doit être à peu près équivalent au risque. Il ne faut pas lui demander... Faire ça, c'est déjà très difficile. Lui demander beaucoup plus, lui demander par exemple d'intégrer le réchauffement climatique, l'investissement responsable, elle ne va pas forcément le faire seule. Donc non seulement la finance a besoin d'une régulation pour discipliner les acteurs, je vais y revenir, et les obliger à respecter les règles, mais il y a aussi une place très importante pour l'État, pour que l'État donne des indications. Les économistes ont écrit depuis très longtemps que le marché était aveugle, ou sinon aveugle du moins myope, c'est-à-dire qu'il voyait de près, il ne voit pas de très loin. Donc si vous voulez, il y a ce que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire les conséquences extérieures d'un acte économique.
Eh bien, un financier et un industriel, ils ne vont pas spontanément prendre en compte des conséquences à 20 ans sur l'environnement de certaines actions, sauf si, comme Hélène l'a dit à la fin de son intervention, on a des catégories d'investisseurs ou des économistes qui font des études pour montrer que si on a le regard long, en plus, on est plus efficace. On sait très très bien, toutes les études ne disent pas ça, malheureusement. J'ai vu aussi des études disant qu'un investissant dans le sexe, dans l'armement et dans le vice, on gagnait autant d'argent et même plus. Donc il y a des gens qui démontrent des choses absurdes, mais qui n'ont pas forcément tort. Naturellement, on peut gagner de l'argent dans ces domaines-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, moi, mon métier, qui n'est pas facile, qui n'est qu'une partie de ce qu'il faut faire, c'est de réguler. Alors, qu'est-ce que c'est réguler? Ça veut dire fixer les règles, ça veut dire les faire respecter. Alors nous, on les fait respecter soit en donnant des autorisations a priori. Par exemple, on ne peut pas lancer une introduction en bourse sans être venu voir l'AMF en France, la SEC aux États-Unis, la FCA en Grande-Bretagne, pour faire approuver un document qui décrit toute l'opération. On ne peut pas, si vous achetez un OPCVM, une SICAV, un fonds commun de placement, les gens qui gèrent auront été enregistrés chez nous, on vérifie autant qu'on le peut qu'ils sont compétents, qu'ils sont honnêtes, qu'ils ont un système de contrôle interne correct. Et on a aussi une surveillance a posteriori, c'est-à-dire que toutes les nuits, par exemple, nous entrons toutes les données du marché Euronext, qui est le principal bourse sur lequel sont échangées les valeurs françaises, et on regarde s'il y a des anomalies dans la manière dont les ordres ont été passés, laissant supposer qu'il y a une fraude possible, une diffusion de fausses informations, une manipulation de cours, une utilisation d'informations privilégiées. Donc tout ça, c'est un travail technique, alors qui demande des moyens, qui demande beaucoup d'attention, qui n'est pas utile à 100%. Vous avez dit, Hélène, que les régulateurs, avant 2007, avaient été soit capturés par ceux qui devaient réguler, soit insuffisamment attentifs au risque. C'est pas faux. Il y avait une mode, surtout dans le monde anglo-saxon, nos amis britanniques qui parlaient de la light touch, donc de la touche légère, que devait avoir le régulateur. C'est-à-dire le régulateur, il devait surtout laisser faire, faire confiance à l'économie et n'intervenir que vraiment en dernière extrémité. On a prouvé après que si on avait regardé davantage les risques, il y a certains qui les avaient anticipés, il y a des gens qui les avaient vus, mais ils ont été une voie minoritaire. Donc il faut se renforcer techniquement. Alors la dernière chose que je veux dire dans ce cadre-là, c'est qu'à la suite de la crise dite des subprimes, il y a eu des réunions du G20, donc les 20 plus grandes puissances mondiales, et ils ont créé ce qu'on appelle le FSB, le Financial Stability Board en anglais, qui est présidé par Mac Carney, qui est le président de la Banque d'Angleterre, c'est un Canadien. Et il y a des équipes des directions du Trésor de tous ces pays, des équipes des régulateurs de marché comme votre serviteur, et des équipes des banques centrales qui travaillent ensemble en essayant de définir des axes d'action qui vont dans le sens de la fin de votre intervention, Hélène. Et donc je ne vais pas non plus les détailler, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le plan qui a été fait est assez bon. On a à peu près mis l'accent sur les points qui étaient gênants et qui avaient causé beaucoup de dommages. Ce qui peut surprendre, c'est que ce plan a été fait début 2009, en gros 2009. On est pas mal d'années plus tard, et si vous me demandez s'il est exécuté complètement, je vous dirais non. Je vous dirais qu'il est en bonne voie sur pas mal de sujets, mais il n'est pas terminé. Par exemple, on s'était aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle des instruments dérivés, c'est-à-dire des options en gros, qui s'échangeaient entre acteurs financiers sans cadre juridique très précis, et qu'il fallait les faire passer par des institutions de marché organisées. Donc l'idée paraissait relativement simple, moi je n'ai jamais pensé qu'elle était facile. Eh bien, pas mal d'années après, on a effectivement une partie de ces instruments qui s'échangent de façon plus surveillée, mais c'est une petite partie encore. On a encore plus de la moitié du chemin à faire. Donc ça vient de quoi? Ça vient d'abord de ce que techniquement c'est très difficile, c'est très lourd. Ça vient de ce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas vraiment intérêt à accélérer le mouvement, donc ça il faut les pousser. Ça vient aussi de ce qu'on est dans un système ouvert, qui est complètement international. Donc les règles dont je suis responsable sont
à 90% d'origine européenne, mais l'Europe elle-même ne peut pas être indépendante des États-Unis ou des grands pays asiatiques. Donc il faut un accord mondial pour faire les principales réformes, sinon on n'est pas efficace. Donc quand vous ajoutez une complexité technique, quelques acteurs qui n'ont pas intérêt à avancer trop vite, une internationalisation énorme, bon, bah, ça veut dire qu'il y a des très très grosses machines. Mais sachez que, et la France est vraiment plutôt en pointe dans ce domaine-là, on travaille d'arrache-pied pour essayer de sécuriser le système. Là où on a le plus de difficultés, je pense, mais c'est un peu à la limite de mon domaine, c'est ce que je visais tout à l'heure, c'est de donner les bons signaux sur les risques de long terme ou les risques qui sont extérieurs à la sphère financière. Si vous voulez, le dérèglement climatique, par exemple, c'est un cas d'école. La machine économique est très puissante. Quand elle va intégrer, et elle commence de le faire, les risques, elle va être bien, bien plus efficace que des tas de réglementations, mais il faut arriver à ce qu'elle l'intègre. Tant qu'elle ne l'intègre pas, eh bien, elle continue sur la voie tracée. Donc, j'ai à peu près la même conclusion que vous. La finance, elle n'est pas à mettre en cause en tant que telle. Par contre, il y a des acteurs qui ont dérapé. On ne peut pas attendre que les financiers soient plus vertueux que la moyenne de la population. J'aurais même tendance à penser qu'ils sont un tout petit peu moins, parce qu'il y a un certain attrait pour le gain. Donc, il faut les surveiller. Mais on ne peut pas leur demander on peut leur demander de ne pas être des tricheurs, on ne peut pas leur demander d'être des saints, ni même des citoyens parfaits. Il faut un système qui les surveille et qui veille à ce que ceux-ci s'orientent effectivement dans le sens du bien commun. Pour ceux qui ont le temps, je recommande le livre de Jean Tirole, prix Nobel d'économie français, qui est un livre général très accessible, même s'il est quand même... pour des bacs plus quelques années quand même, mais il n'y a pas besoin d'être agrégé d'économie pour le lire. Et il traite exactement ce sujet en 500 pages. Donc si vous avez le temps, je vous conseille. Merci. Merci. Donc je note que les financiers sont pas plus vertueux que les autres et qu'en plus ils sont myopes. Gonzague, comment vous corrigez cette myopie? Vous intervenez là-dedans? Alors moi je travaille dans un métier de la finance qui est sur le non-coté. C'est-à-dire que depuis 35 ans, je collecte de l'argent pour l'investir dans des entreprises qui sont des start-up, ça s'appelle du capital risque, du capital développement quand on investit dans des grosses PME ou des ETI, mais c'est du non-coté. Donc c'est pas, on ne peut pas vendre ses actions du jour au lendemain, on est obligé de les garder 2, 3 ans, 4 ans, voire plus. Et depuis 35 ans, c'est un métier qui a tout fait pour essayer d'être régulé par le gendarme de ma droite et qui a tout essayé d'éviter de se faire réguler par les politiques à mon extrême droite. Dans la configuration d'ici. Voilà, voilà. Donc voilà. Et finalement, comme ce métier est devenu un métier très important, il y a une trentaine d'années, c'était à peu près 1% des actifs cotés. Le non-coté. Aujourd'hui, dans le monde entier, les actifs non cotés, c'est-à-dire l'ensemble des actifs des entreprises, des startups, des capital risques, etc., des investissements dans le non-coté, ça représente près de 8 000 milliards de dollars. C'est 25% des actifs cotés. C'est essentiel. Alors, moi, je vais vous parler non pas d'un acte exemplaire, mais d'un exemple que nous avons voulu créer avec Clara Guémard en essayant d'inventer un concept qui est au-dessus de l'éthique, c'est la bienveillance. En mai 2012, on sort du restaurant et on voit un article dans Libération, première de page, première de couve, « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir n'est pas chez nous ». C'est quand même un peu dur quand on voit ça, surtout quand on a nos âges, quand on a la chance d'avoir une certaine réussite grâce à ce pays qui nous a tout donné. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose et on ne va pas attendre que les autres fassent pour nous, on va faire nous-mêmes et on va essayer justement de convaincre, comme vous le disiez très bien Hélène, les grands de ce monde, les grandes réussites de ce monde, de se mettre en collectif, ensemble, dans une structure, pour essayer de répondre à une demande du pays où il y a deux lieux communs qui sont difficiles. On n'a pas assez de TI en France, vous le savez très bien Dominique, on n'a pas assez de fonds propres drainés pour les PME. C'est un sujet qui, à chaque fois, dans les congrès sur l'assurance vie, on en parle. Et puis, créer son entreprise en France, c'est relativement facile. La faire vivre au bout de 5 ans, c'est difficile. 50% meurent. Nous sommes les champions en Europe de la création d'entreprise, mais au bout de 3, 4, 5 ans, 50% meurent. Pour certaines d'entre elles, c'est parce que le projet n'était pas bon, mais pour d'autres, c'est pas normal. Pourquoi ? Parce que on a créé un monde en silo. Les grands groupes ne parlent pas aux startups. Les PME ont du mal à parler aux startups. On est dans un monde où le temps est long.
lever de l'argent, c'est long. Trouver de l'argent auprès d'une banque, c'est pas possible, surtout quand on démarre. Trouver un contact avec son premier client, c'est long. On a une culture française où il y a une espèce de process permanent qui fait que c'est très difficile d'atteindre son premier client, son premier contact, son premier accompagnateur, son premier financement. Donc, sur ce constat, avec Clara, on a été voir toutes les boîtes du CAC 40 et on leur a dit, on a été voir le patron, on leur a dit, voilà, on voudrait créer une finance bienveillante, citoyenne et rentable. Et on veut démontrer, et je pense qu'on commence à pouvoir le réussir, que finalement, quand on met en première exergue la bienveillance et la citoyenneté, on peut être extrêmement rentable. Comment on a fait ? On a vu ces actionnaires qui ont mis de l'argent dans une structure d'investissement qui s'appelle Raise Investissement. Je vous conseille d'aller regarder sur le site internet raisefrance.com. 350 millions d'euros. Ces 350 millions d'euros sont destinés à investir minoritairement dans les PME. Donc première bienveillance, première éthique, nous sommes toujours minoritaires. Nous vendrons quand le majoritaire le voudra. Nous avons des exigences de rentabilité, mais nous ne changeons pas la gouvernance de l'entreprise. Donc on ne rachète pas un actif, on s'associe à une entreprise, à une équipe de management. Donc ça, c'est une attitude permanente. On a déjà fait 7 dossiers, dont le dernier qui est Nature et Découverte, qui est une entreprise exemplaire d'un point de vue éthique. Et puis l'autre côté de la raquette, c'est que j'ai constitué avec Clara une équipe qui abandonne 50% de sa rémunération, qui est déjà énorme, parce que la rémunération, on peut le dire dans toute transparence, dans le private equity, quand vous faites faire une plus-value à votre actionnaire, 80% de la plus-value va à l'actionnaire et 20% va à l'équipe de gestion. Et bien sur ces 20%, on a dit la moitié, ça sera pour la fondation que l'on a créée, qui s'appelle une fondation Raise. Et cette fondation, elle a une vingtaine de millions d'euros, et elle est destinée à aider non pas la start-up, mais la jeune entreprise de croissance à grandir, par un tas d'idées. On fait des prêts d'honneur à taux zéro, on fait rencontrer plus rapidement que d'autres et de façon intelligente un grand groupe et une start-up, parce que tous nos grands groupes qui ont investi chez nous ont envie d'aller plus loin que simplement mettre de l'argent. Et ça marche depuis 2 ans. On a accompagné une centaine de jeunes entreprises de croissance, dont certaines sont des futures stars, des futurs Blablacar. On a rencontré 1300 jeunes entreprises de croissance, ce qui est quand même énorme, par un système de colloques que l'on fait tous les mardis. Côté réinvestissement, on a fait cet investissement et on a l'intention avec Clara de créer autour d'autres talents qui vont se greffer autour de Raise avec ce même principe. 50% de ce qu'on va gagner, on va le donner à ce fonds de datation. Quand on a été voir ces grandes institutions, les AXA, tous ceux qui sont régulés d'ailleurs par l'AMF, les AXA, les grands assureurs, les grands groupes qui, eux, ont des systèmes de compliance extrêmement compliqués, personne ne nous a challengé sur le TRI, le taux de retour d'investissement qu'on allait offrir à l'argent qu'ils allaient placer chez nous. Pourquoi ? Parce que finalement, ils se sont rendus compte qu'ils mettaient l'argent entre les mains de professionnels et que ce qui les attirait le plus, c'est cette espèce de bienveillance qui assurait une certaine éthique. Nous n'allons pas investir minoritairement dans une boîte qui ne répond pas à une certaine éthique de RSE ou d'ISR. Assurer une utilité. Nous sommes minoritaires dans les entreprises pour les aider à grandir et nous aidons les jeunes entreprises de croissance à aller plus vite et à grandir plus vite. Et finalement, cet outil qui est unique en France, je ne sais pas si Gérard, vous avez déjà entendu, moi je me suis pas mal baladé dans d'autres pays, ce monde du private equity ou du capital investissement est peu partageux. Et les financiers que nous sommes, qui sont des gens généralement qui gagnent beaucoup d'argent, ce n'est pas vraiment dans l'image de la profession en France que quand on gagne 1 euro, on en donne la moitié à une fondation. Donc, et finalement, l'équipe qu'on a constituée, elle a encore plus envie de gagner de l'argent. Parce qu'elle sait qu'elle donne un sens à sa vie professionnelle et qu'elle sait que plus elle gagne, déjà, elle a 50% de la somme qu'elle va gagner, va servir à cette fondation qui est uniquement philanthropique. Voilà. Donc moi, le mot finance, je vis avec depuis 35 ans. Pour moi, c'est l'outil majeur utile pour tout dans la vie. Bien sûr, pour consommer, comme vous le disiez, pour grandir quand on est une entreprise, pour démarrer quand on est une start-up. Et il nous manque en France, et c'est pour ça qu'on a, encore une fois, pas voulu être exemplaire, mais essayer de donner un exemple, une structure où, par définition, dès le départ, dans l'ADN même de l'entreprise, on veut partager notre réussite. Voilà. Et ça, on est très fiers de l'avoir fait parce qu'on existe depuis 2 ans. On a déjà quelques réussites à notre actif.
Et on a des grands... je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que c'est mieux que la Légion d'honneur. On a Bill Gates qui nous a identifiés, quand même pour le faire, et qui est venu nous voir en disant qu'est-ce que c'est que ce truc où vous avez un fonds de private equity. Vous savez qu'aux États-Unis, ce métier de capital risque, venture capital, c'est majeur, qui redonne 50% de ce qu'il gagne. Donc il est venu voir, donc il est venu dîner chez nous, on était très fiers, par curiosité, ce qui prouve qu'en France, on peut avoir des idées les premiers. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres exemples dans le monde de la finance, qui est un monde magique parce que le temps, l'euro de plus le plus vite possible, ça ne marche plus. L'euro de plus le plus vite. Moi, j'étais dans une maison qui s'appelait la Barclays. J'avais un patron qui a eu comme bonus, tenez-vous bien, 75 millions de livres. 75 millions de livres. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur le député, mais on déconne. Voilà. Donc voilà. Je ne termine pas sur ces 75 millions d'euros, mais je termine plutôt sur l'idée qu'au-delà de l'éthique, la bienveillance est une conscience de la finance qui peut aller loin et qui est très utile. Comment observez-vous aujourd'hui cette tendance assez forte chez les grands groupes, Total, Air Liquide, Engie, qui justement s'associent et travaillent avec des startups parce qu'ils ont compris que l'innovation était plus rapide, plus efficace en travaillant avec les startups, quitte à modifier leurs conditions juridiques d'achat, etc. Ils ont copié sur vous ou c'est des concurrents ou ils travaillent avec vous? Ah non, d'abord, ils ont commencé par travailler avec les startups par crainte, après un peu par devoir civique, et maintenant je pense qu'ils réfléchissent tout naturellement par nécessité. D'abord par crainte, parce que cette fameuse ubérisation est un vrai souci. Le patron d'AXA a recruté un type de 33 ans en lui disant voilà, le business model d'assureur, ça devient compliqué, Google connaît mieux mes clients que moi, c'est pas possible, on remet tout à plat. Bon. Donc voilà, par crainte. Ensuite, par esprit civique, parce que finalement, les grands groupes, je crois, font de l'ordre de 90% de leurs résultats à l'étranger, et ils sont nés dans ce pays, et c'est la vie, c'est comme ça, ils sont nés dans ce pays, et je pense que leur devoir, c'est, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs, c'est tout simple. Donc leur devoir, c'est d'aider les entrepreneurs autour, et justement de nourrir ces ponts qui existent. Bon. Alors, il n'y a pas que RES, il y a énormément d'associations qui essayent de pousser les grands groupes à travailler avec les startups. Elles ont du mal. C'est de plus en plus efficace. Pour vous donner un tout petit exemple chiffré, le corporate venture, c'est-à-dire que le fait que des grands groupes mettent de l'argent dans les fonds de start-up, de fonds de capital risque, c'est à peu près 380 millions d'euros en France. Aux États-Unis, c'est... Cumulé ? Oui. Aux États-Unis, c'est 25 fois plus. Alors que le PIB est 8 fois plus grand des États-Unis. Une goutte d'eau, en fait. Voilà. Voilà, donc il y a encore du chemin à faire, mais on avance. Moi, je pense qu'on a un créneau de 3-4 ans qui peut être très efficace parce qu'il y a une prise de conscience humaine, et c'est l'homme qui décide. Le petit danger, c'est qu'on va retourner dans le défaut classique, c'est qu'on va aller dans le process. Et quand on remet du process au niveau des grands groupes, dans ce cas-là, quand une start-up va la rencontrer, le grand groupe, par quelle porte passe-t-elle, quel chemin, enfin ça va devenir très long. Mais donc oui, ça va vite, ça va mieux, et c'est plus par prise de conscience que par défiance ou par citoyenneté. C'est par intérêt. Merci. Dominique Potier, alors pour moi vous êtes à l'extrême centre, hein, donc ça rétablit un peu l'équilibre. Pardon. Enfin, je parle de manière géographique. Comment le législateur, le politique observe ce monde de la finance? Est-ce qu'il est, j'allais dire, une question un peu provocatrice, est-ce qu'il est équipé pour ça? Il y a tout à l'heure, il y avait une table ronde sur le numérique. Est-ce que voilà, il n'y a pas toujours un petit temps de retard? Comment est-ce que vous observez ça, vous, en tant que régulateur et que législateur? Je découvre à travers votre question la force du préjugé. Elle est extraordinaire. Dans la finance, on a beaucoup, je crois. Très bien. J'ai souscrit. Oui, j'ai été 25 ans paysan, militant associatif, formé à l'éducation populaire, et puis élu d'un territoire en mutation industrielle qui aujourd'hui vit plusieurs transitions économiques, écologiques que j'ai encore le bonheur d'animer. Je ne sais pas si je suis compétent, mais en tout cas, j'essaie. Et en tout cas, c'est ce que les électeurs de ma circonscription en 2012 ont décidé. Voilà. Donc je pense que pour parler de finance, le point de vue politique n'est pas totalement inexpert. Et en tout cas, je le fais depuis ce point de vue singulier d'un responsable d'entreprise, une petite, et d'un député qui travaille non seulement sur l'économie circulaire, sur produire ici dans la mondialisation en France, en Europe, c'est une de mes passions, sur le champ alimentaire mais également industriel, qui travaille sur le renouveau civique. Je suis le créateur d'une TPE, hein, c'est un think tank tout petit avec 3 sous,
qui s'appelle Esprit civique, qui travaille sur les questions de la tradition sociale chrétienne au sein de la gauche et plus largement de la République. Et puis un député qui bosse avec d'autres, mais on n'est pas très nombreux sur les questions de mondialisation. À gauche, c'est malheureusement, à droite aussi, me semble-t-il. Et c'est un des grands malheurs, c'est que nous avons laissé un discours de la mondialisation quasiment au monopole des extrêmes, et notamment de l'extrême droite. Et je pense que ce champ doit être réinvesti. Je fais partie de ceux qui, dans la tradition universaliste héritée de la doctrine sociale de l'Église, est très attaché à cette dimension universelle des questions économiques et y travaille laborieusement, comme vous semblez le dire, mais avec force. J'ai le bonheur d'avoir un petit peu comme on l'a fait un petit peu comme des passagers clandestins dans la loi de séparation bancaire, qui n'en est pas totalement une, vous l'avez compris. On a introduit les principes sur les paradis fiscaux, qui, je pense, resteront dans cette mandature comme une trace importante. Ça a été une bataille épique, et je me rappelle avec Pierre Moscovici, lors d'une bataille sortie d'hémicycle où les majorités et le gouvernement ne sont pas forcément raccords, qu'on s'était fait une promesse, c'est d'élargir au-delà des banques, aux opérateurs financiers, les holdings et multinationales, cette transparence. Nous y sommes à travers la loi Sapin 2, dont la CMP, Commission mixte paritaire, a échoué hier à 15h, sur la question des lanceurs d'alerte, sur la question du registre des lobbying, où notre vision n'était pas celle du Sénat, où nous avons dû, malgré les avancées économiques convergentes avec la droite, renoncer à une commission mixte paritaire. Nous allons vers une nouvelle lecture sur des questions extrêmement importantes, que sont les agences de la corruption et la prévention, enfin en tout cas la mise en œuvre de politiques éthiques dans la finance et dans les pratiques et dans les liens entre justement la puissance publique et la puissance privée. Au XXIe siècle, ça restera comme une grande loi. Elle va prendre 1 mois ou 2 de retard, mais elle restera là aussi comme une marque importante. J'y portais notamment des amendements sur les fonds vautours, qui seront une innovation nationale importante, qui nous mettra au standard anglais et belge qui sont en pointe sur ces sujets. Et puis, le régulateur des marchés financiers le sait, nous avons introduit également dans cette loi de finances des principes sur la non-spéculation des biens alimentaires. Je travaille à la Fondation Jean Jaurès sur ces questions de prospective, sur l'alimentation, l'accaparement des terres et l'autonomie, la souveraineté alimentaire. Cette limitation de la spéculation sur les biens alimentaires me semble une des clés du futur. Si on regarde, si on sort des débats des primaires, parfois des débats primaires, et qu'on prend un peu de hauteur, les questions des migrations, des rapports entre l'Europe et l'Afrique sont des questions essentiellement de changement climatique et d'impact sur l'alimentation, qui sont des enjeux de sécurité extrêmement importants. Donc voici les sujets sur lesquels je bosse et sur lesquels qui me permettent d'être là. Alors, il y a un auditoire extrêmement jeune, et je vais faire un tout petit peu de philo avant d'arriver sur l'objet de ce que je suis venu promouvoir ici, c'est-à-dire le dernier combat législatif de ce mandat, j'espère qu'il va passer. Le président de la République est en plein discernement, et votre enthousiasme pourrait l'aider à pencher du bon côté. Voilà, donc je sais, le débat est... Donc je suis là pour venir parler avant tout à François Hollande, par le média du Positive Forum, et je remercie Jacques Attali d'être venu me proposer cette proposition. Je ne suis donc pas un visiteur du soir, mais un messager du matin, aujourd'hui au Havre, pour faire passer. Alors, un peu de philo, parce que je le dis comme paysan, très ancré dans les réalités économiques, le temps qu'il fait, le cours du lait, je connais un petit peu ça dans la pratique, se lever tôt le matin, etc., et pas forcément gagner beaucoup et choisir de partager. Enfin, j'ai vécu pendant 25 ans et je peux en parler, la conversion au bio, etc., le mode coopératif plutôt que capitalistique. Enfin, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Je le dis à la génération qui réunit ici au Havre aujourd'hui, aux Normands et aux jeunes Français qui sont là, il me semble, c'est mon intime conviction, je peux vous la livrer dans les quelques mois qui me restent dans ce mandat, avant de peut-être redevenir paysan, c'est que si on prend un peu de hauteur, et qu'on écoute les milieux populaires, me semble-t-il, il y a 2 sujets, parce que les 2 vont ensemble. On prend de la profondeur quand on écoute les milieux populaires, et les 2 vont ensemble, ils ne sont pas contradictoires. C'est en tout cas mon expérience politique humble. Eh bien, il y a 2 défis pour notre génération. Sortir de l'individualisme contemporain et bâtir un nouvel âge de la mondialisation. Et les questions de l'éthique qu'a composé les 3 intervenants avec beaucoup de brio, et j'ai aimé l'exposé liminaire de Hélène tout à l'heure, quand elle a parlé de la maison commune et du sens profond de ce qu'était l'économie, doivent nous donner des indicateurs. Moi, j'aime beaucoup les travaux de ceux qui ont lié les choix individuels de mode de consommation, de mode de vie, de mode d'épargne à l'épanouissement d'un mode de capitalisme particulièrement délétère. Il n'y a pas d'un côté le 1% des méchants qui malmènent le monde et de l'autre de pauvres innocents. Il y a une complicité économique responsable à tous les niveaux que nous devons éduquer, élever et sur lesquels nous devons prendre des responsabilités, j'y crois profondément.
Alors, double défi pour votre génération, nouvel âge de la mondialisation, et puis sortie de l'individualisme contemporain, les deux étant intimement liés. Ma conviction, c'est que cette mondialisation aujourd'hui, sans foi ni loi, et cet individualisme sans limite qui est devenu la culture commune de la gauche et de la droite ces dernières décennies, la conquête des droits individuels comme projet de société, cette impasse-là, elle nourrit fondamentalement la tentation du repli identitaire. Elle nourrit les fondamentalismes, elle nourrit face à une ouverture au monde désordonné, une tentation du repli et de la rétractation. Et je fais partie de ceux, nous sommes très nombreux et je suis persuadé que nous sommes largement majoritaires dans ce pays et en Europe et ailleurs, qui pensons que entre cet ultralibéralisme et cette tentation souverainiste, populiste ou fasciste, comme vous voudrez, il y a un espace de recréation du monde, de réenchantement du monde qu'il nous faut investir. Il passe par la République, mais il passe aussi par une économie remise aux sources, au service de l'homme. Et je crois que c'est la grande aventure de votre génération, c'est le défi qui vous est donné. Alors, quelle est la révolution positive? Sur le plan des valeurs, c'est de croire profondément, moi c'est le sens de mon engagement politique, qui est relatif mais que j'assume à gauche, c'est celui que l'égalité est au service de la créativité. Ça c'est une idée reçue qui peut tomber, j'y crois profondément, et que la justice est la condition sine qua non des mutations indispensables à la survie du monde. S'il y a un livre politique que je peux vous recommander vivement, peut-être celui du seul géant politique du début du XXe siècle que j'ai pu identifier pour ma part, c'est ce Laudato Si, l'encyclique de François, du pape François, qui lie de façon extrêmement intelligente le combat du juste et le combat de la vie. Et il n'y aura pas de vie sans justice, et la justice est la condition de la vie. Les dérèglements climatiques, les dérèglements de nos écosystèmes accentueront les inégalités, et sans un effort de justice, nous ne pouvons pas faire face aux défis des changements économiques et systémiques auxquels nous sommes confrontés. Le juste et la vie sont liés. Et voici ce qu'est la révolution positive, c'est cette découverte qui aujourd'hui est très largement partagée, qui encore une fois est majoritaire, si tant est qu'elle trouve un mode d'expression politique qui soit à peu près audible dans la confusion actuelle. Alors, je fais paradoxalement l'éloge des limites dans une famille politique qui a parfois cultivé une certaine culture libertaire. Je fais l'éloge des limites en ça qu'elles sont la marque d'une civilisation. Marquer des mots d'arrêt, c'est ce que vous faites dans votre fonction. Vous êtes le président de la République, vous a nommé pour poser des limites. Et j'ai une image que je vous livre qui m'a touché. Je vais peut-être le faire de manière maladroite, mais quelle est la différence entre un marais? Dans le marais, c'est le marigot, et puis c'est les maladies, les bactéries, mais c'est aussi les bêtes, les reptiles qui ne sont pas très sympathiques. Quelle est la différence entre un marais et un fleuve? Le fleuve d'une économie, d'une croissance qualitative que nous espérons tous, eh bien c'est les rives. Et considérer que les régulateurs, les sociodémocrates dont je fais partie, n'ont pas d'autre vocation que de poser des limites qui permettent au fleuve de l'économie d'une croissance qualitative de se déployer. Sans berge, le fleuve se transforme en marais. Et mon combat de régulateur n'est pas quelqu'un qui ignore la dynamique de l'économie et la force de l'entreprise, mais qui veut associer celle de la fraternité à celle de l'entreprise. Alors, cette éthique, elle vient pour moi de Ricoeur, qui dit qu'on est responsable de ce qui est fragile. Et ce qui est fragile aujourd'hui, c'est certainement la question du sens et la confusion du sens. Alors j'ai repris une image, j'ai trouvé ce matin au petit déjeuner à l'hôtel où Jacques Attali m'avait envoyé. C'était autour du pain, toute simple, paysan, le pain, je fais des images simples pour les élèves et les jeunes que vous êtes. On n'en est plus à la discussion de savoir si un boulanger, quand il se lève, il y en a encore, qui se lève à 3 h du matin, tout n'est pas industriel, doit plus gagner que celui qui se lève à 8 h. Moi, je trouve qu'il est normal que celui qui se lève dans la nuit gagne plus d'argent que celui qui se lève plus tard. Je trouve aussi qu'il est normal qu'un boulanger qui fait un pain qui est meilleur gagne plus d'argent que celui qui fait un mauvais pain. Tant pis pour lui, c'est bien. Et je ne crois pas du tout à une société où le pain serait fabriqué par des fonctionnaires, ni territoriaux, ni d'État, ni même de la communauté européenne. Je n'y crois pas. Je pense que le bonheur que nous avons de manger du pain le matin, il est lié à cette dynamique des gens qui se lèvent tôt et qui font un meilleur pain que leurs voisins, qui sont en saine compétition là-dessus. Par contre, on va tous être d'accord pour dire que si on utilise une farine qui est moins chère parce que bourrée de mycotoxines ou au contraire d'un pesticide du nouveau géant qui vient en train de fusionner, si jamais ce pain est fabriqué par un enfant qui n'est pas déclaré et qui est hors la loi, et si ce pain, encore une image, est l'objet d'un boulanger qui ne paye pas son loyer dans la maison commune, c'est-à-dire qui ne paye pas d'impôts ou qui s'arrange pour faussement les payer, alors nous ne sommes plus dans une saine économie, nous sommes en dehors des limites. Imaginez simplement que ce boulanger
ne soit pas le boulanger au coin de la rue chez vous, mais soit le fabricant mondial du pain. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est cette fragilité d'une économie monde qui n'a pas trouvé ses régulations pour ces nouveaux géants, que sont ceux qui sont les géants de l'économie, que sont les multinationales. Il y a là un terrain d'inventivité extraordinaire. La régulation de la finance n'épuise pas ce sujet. Et je suis porteur, avec d'autres, d'un combat qui élargit ce champ de la responsabilité à celui de la chaîne des valeurs et de la responsabilité sur les droits humains, la lutte contre la corruption et la protection de l'environnement. Que la dynamique privée d'une économie monde soit demain régulée par de nouveaux droits, tel est le combat que je porte, en sachant que nous avons à lutter pour l'essentiel sur des constitutions et sur des principes qui ont été élaborés il y a longtemps, au XVIIIe, au XIXe siècle, au siècle des Lumières, où le totalitarisme était celui d'un pouvoir absolu. Et il fallait donner à l'individu, à la libre association des sociétés, des pouvoirs extrêmement importants. Aujourd'hui, un nouveau droit doit être inventé qui relativise ce pouvoir des sociétés au nom d'un pouvoir absolu de l'argent et de la finance sur le monde et qui permette de nouvelles régulations. Au-delà de celles qui ont été évoquées, je voudrais mettre en valeur celle du devoir de vigilance des multinationales sur la corruption, sur l'environnement et sur le respect des droits humains. Il s'agit simplement des principes de l'OCDE, des principes que déclame l'ONU dans chacune de ses conférences et de ceux que l'OCDE a adoptés, mais que seules des législations nationales peuvent permettre de mettre en œuvre. Ce devoir de vigilance, c'est un projet de loi qui est né d'un militantisme des ONG, les plus grandes françaises, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Amnesty International et puis des petites start-up comme Sherpa. C'est également le fruit des principaux syndicats français, d'une partie du monde de l'entreprise, qui n'est pas homogène sur ce plan-là. Et puis, il est porté par 4 groupes parlementaires aujourd'hui. Ce projet de loi que j'ai l'honneur de rapporter au nom de mouvements politiques est aujourd'hui en discernement en première lecture, cassé au Sénat. Il ne revient pas parce que ce processus est interrompu par un lobbying de la FEP, le syndicat des multinationales, qui y voit le mal absolu et qui le combat frontalement. Nous avons un dialogue permanent avec nos interlocuteurs et l'Élysée hésite. Et c'est pour ça qu'en Europe, en France, dans des réunions où il n'y a pas grand monde, dans des amphis où il y a beaucoup de monde, et aujourd'hui au Havre, je suis là pour aider à passer des messages au président de la République pour lui dire qu'il s'agit là d'un message extrêmement important. Nous pouvons, à la fin de ce mandat, introduire un léger logiciel de changement dans ce rapport qui établit un voile juridique entre le donneur d'ordre, c'est-à-dire les actionnaires des multinationales, et leurs sous-traitants au bout du monde. Aujourd'hui, le principe d'irresponsabilité qui est posé est un des moteurs de l'ultralibéralisme. Ce principe de vigilance et de responsabilité qui serait introduit par la loi serait un premier pas vers une nouvelle donne sur le plan des rapports économiques à l'échelle du monde. Elle devrait faire école en Europe et puis elle devrait logiquement faire école dans le monde demain. Elle s'adresse essentiellement, sur le plan technique, aux entreprises de plus de 10 000 salariés, c'est-à-dire on parle des grandes multinationales. Elle est dans une logique de prévention. Elle introduit le principe d'un devoir de vigilance, c'est-à-dire d'une mise en œuvre de principes de surveillance, de contrôle par rapport aux sous-traitants et aux filiales, avec tous ceux pour qui le donneur d'ordre a une relation de commercial établie. Elle établit ce principe de co-responsabilité. Nous ne pouvons pas commander 100 000 t-shirts, 1 million d'iPhone, sans vérifier qu'ici, un écosystème, là, le travail des enfants ou ailleurs, des principes de corruption ne soient pas avérés. Donc nous devons être responsables de nos commandes, nous devons les assumer. Et c'est le principe de cette loi qui est essentiellement pédagogique et qui a vocation, encore une fois, à faire école. L'originalité de la France par rapport à d'autres pratiques européennes, c'est qu'elle est à 360 degrés sur les principes que j'ai évoqués, qu'elle est préventive et qu'elle introduit simplement une sanction sur l'absence de mise en œuvre d'un principe de précaution. Pardon, je ne voudrais pas vous interrompre, mais il nous reste quelques minutes et j'ai mon rôle de timekeeper. Peut-être une question de conclusion pour vous tous, très rapidement. Vous avez tous évoqué, et vous à l'instant, avant que je vous interrompe de manière très impolie, le principe de responsabilité. Ça, vous avez parlé aussi d'ISR, investissement socialement responsable, tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'investissement qui tient compte de critères non financiers, c'est-à-dire sociaux et environnementaux, et qui, si je ne m'abuse, a une progression assez fulgurante depuis ces dernières années. Est-ce que c'est quoi? C'est un feu de paille ou une raison espérée? Peut-être tous une réponse rapide sur cette question-là de l'ISR. Oui, donc moi je serais optimiste de ce point de vue-là. Je ne pense pas du tout que ce soit un feu de paille parce que
D'abord, basé sur donc des études économétriques, il s'avère que les entreprises qui ont des investissements socialement responsables tendent à avoir des rendements plus élevés dans le long terme. Donc, ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas de figure, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est rassurant. Et ça peut s'expliquer, à mon avis, par le fait que justement les gens qui ont des investissements socialement responsables sont aussi des gens qui tendent à avoir des meilleurs process, des meilleures formes d'organisation, qui font attention à leurs sous-traitants, qui ont des relations plus longues avec leurs partenaires, etc. Donc, à mon avis, il y a tout un tas de facteurs structurels qui sous-tendent ces rendements plus importants qui devraient être plus connus et en particulier qui devraient être plus apparents dans les données des analyses financières, etc., pour soutenir justement ce phénomène. Plutôt optimiste. Votre voisin, Gonzague? Moi aussi, très optimiste. J'éviterai quand même trop la mesure et la régulation sur ce sujet. Mais je suis aussi très optimiste parce que c'est une demande unanime et très forte de la génération Y. Les jeunes qui vont sur le marché de l'emploi maintenant veulent toujours, pareil, donner un sens à leur vie professionnelle, mais sont très soucieux de la conscience collective de l'entreprise vis-à-vis de son environnement. Et c'est ça qui me rend très optimiste. D'accord. Gérard? Non, moi je ne pense pas que ce soit une mode, hein, ça va se développer. Moi le souci en tant que régulateur, c'est que ça soit précis et que ça ne soit pas un argument publicitaire fallacieux. Parce que comme déjà je suis bien payé pour le savoir, avoir une information financière précise et rigoureuse, c'est très compliqué. Il y a des débats sur les normes comptables, je vous passe les détails. Donc quand vous arrivez sur un terrain qui est non financier, vous pouvez avoir des gens qui se parent de toutes les vertus, vous avez des tartuffes. Vous avez des gens qui prétendent qu'ils sont ISR, et puis en fait, vous regardez les critères qu'ils emploient, ils sont complètement flous. Donc, alors ça ne veut pas dire, je ne veux pas être négatif non plus, hein. C'est vrai qu'il y a le fleuve, et puis il y a le marais, bon, bah, là il y a des berges, il y a des petites scories, et il va falloir que ça se discipline. Donc nous, on essaie, je vois qu'il y a des agences de notation ISR qui commencent à bien travailler, donc c'est à encadrer, mais c'est positif et ça se développera. Et ce n'est pas contre le rendement ni contre les intérêts de l'épargnant. Dominique, l'ISR? Oui, moi, j'y suis extrêmement sensible. Je pense que les démarches des standards commerciaux internationaux, l'évolution des standards, les principes de régulation des marchés que nous avons évoqués et le volontarisme et de la RSE tel que je le propose dans la loi, avec cette conversion des pratiques des consommateurs et des épargnants sont absolument convergents. Il ne faut surtout pas les opposer. Il ne faut pas les opposer. Mais j'étais à une remise de prix aux côtés d'Emmanuel Macron avec Nicole Notat sur son agence de notation. Quand on repère le nombre d'entreprises qui sont en RSE aujourd'hui effective et qu'on sort du baratin, de la com etc., on se rend compte qu'il faut, j'ai calculé comme ça bêtement, en prenant le temps de recul depuis qu'on en cause et les résultats d'aujourd'hui, il faudra à peu près 3 siècles pour arriver à des résultats probants. Donc je pense qu'il faut associer à la bonne volonté, à l'éducation et à la conversion éthique de nos grands dirigeants un peu de loi, un peu de rigueur. J'ai encore une phrase. Une demi-phrase. Alors, une demi-phrase. Je voudrais vous livrer pour dire que nous sommes des héritiers dans ces combats-là qui, je pense, peuvent nous rassembler. J'ai retrouvé dans mon département un député. Moi, j'ai battu Nadine Morano. Elle est plus célèbre que lui et ça m'embête beaucoup. C'est l'abbé Grégoire, député de la Constituante, 1822. Il parle de l'abolition de l'esclavage et il parle des sujets qui nous rassemblent. Et regardez ce qu'il dit en 1822. « J'appelle négrier non seulement le capitaine du navire qui vole, achète en cac et vend des hommes noirs, qui les jette à la mer, etc., mais j'appelle également tous ceux qui, par une coopération directe ou indirecte, sont complices de ces crimes. Ainsi, la dénomination de négrier comprend les armateurs, affréteurs, actionnaires, commanditaires, assureurs, colons planteurs, gérants, etc., qui participent à ce trafic honteux. » À l'époque, on ne parlait pas de supply chain encore. Merci beaucoup. Je pense que ce sujet va vous soulever beaucoup de questions, donc vous pourrez les poser à côté dans l'espace Meet the Speaker. Merci beaucoup pour ces interventions que moi j'ai trouvées passionnantes, de très haut niveau. Vous pouvez applaudir nos intervenants et aller les voir à côté. Merci beaucoup.